Je m'appelle Marthe Girard, j'ai 71 ans et je n'aurais jamais cru me retrouver un jour dans le salon de mon fils, un gâteau au chocolat à la main, pendant que le sol semblait se dérober sous mes pieds. C'était l'anniversaire de Nicolas, la maison était pleine de parents, de bavardage et du tintement des verres de vin, mais tout cela s'est évanoui quand mon regard a croisé celui de ma petite fille de 6 ans, Léa. Elle était assise dans un coin, la tête baissée, une casquette de baseball rose bien trop grande enfoncée sur son petit visage. Lorsqu'elle a levé les yeux, ils étaient pleins de larmes qu'elle n'osait pas laisser couler. Mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas du tout. Je me suis agenouillée, j'ai chuchoté doucement et j'ai soulevé la casquette. En dessous, ses magnifiques cheveux châtains avaient disparu. Son cuir chevelu était nu, irrégulier, à vif avec de petites entailles de rasoir. Je suis restée pétrifiée. Derrière moi, la voix de Camille a retenti, un verre à la main. Elle a ri en demandant si j'aimais le nouveau style de Léa, disant que c'était moderne et qu'elle s'en remettrait. Je devrais vous dire qui je suis avant que cette histoire n'aille plus loin. Je m'appelle Marthe et j'ai passé toute ma vie à travailler de mes mains, comme couturière à domicile, réparant les vêtements des voisins à Saumur, dans le Maine-et-Loire. J'ai élevé mon fils Nicolas avec la même patience. Et quand ma petite fille Léa est née, j'ai cru que le destin m'offrait une seconde chance de bonheur. Léa et moi avons toujours partagé un lien spécial. Je lui faisais des nattes pour aller à l'école, je lui mettais des rubans avant le déjeuner du dimanche, et j'écoutais ses histoires interminables sur la cour de récréation. Pour elle, je n'étais pas seulement une grand-mère, j'étais son refuge. Mais depuis que Nicolas a épousé Camille, les choses ont changé. Les réunions de famille sont devenues tendues, les rires se sont fait rares et Léa semblait plus silencieuse à chaque visite. Ce soir-là, en voyant son crâne tondu sous cette casquette, j'ai compris que tout le malaise que je ressentais menait à ce moment précis. Camille a traversé la pièce comme si de rien n'était. Elle a trinqué avec une cousine puis s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. Elle m'a demandé si je ne trouvais pas ça chic, affirmant que les cheveux courts étaient à la mode et que ce n'était que des cheveux qui repousseraient. Ces paroles m'ont fait l'effet d'une douche froide. J'ai regardé les lèvres tremblantes de Léa, la façon dont ses petites mains s'agrippaient à ma robe comme si j'étais sa seule bouée de sauvetage. Chic? Ai-je demandé lentement, la voix tremblante d'une colère contenue. Elle a 6 ans, Camille, 6 ans. Qui pourrait regarder ça et appeler ça de la mode? Camille a fait un geste de la main méprisant en parlant de discipline, expliquant que Léa ne voulait jamais se laver les cheveux et qu'elle pleurnichait dès qu'il fallait les coiffer, alors elle avait réglé le problème pour ne plus avoir de soucis. Mon souffle s'est coupé. Tu appelles ça de la discipline de m'humilier un enfant? Camille a rejeté la tête en arrière en riant, me disant de me détendre, que c'était une blague et que les enfants étaient dramatiques. Mais je voyais bien dans les yeux de Léa qu'elle ne dramatisait rien du tout. J'ai cherché mon fils dans la pièce, désespéré qu'il voie ce que je voyais. Nicolas était dans la cuisine, servant des verres comme si tout allait bien. J'ai appelé son nom sèchement. Il s'est retourné, les sourcils levés, l'air déjà fatigué, me demandant ce qu'il y avait encore. Ma voix s'est brisée en lui demandant s'il était au courant, s'il avait vu ce que Camille avait fait à sa fille. Nicolas a soupiré en se frottant la nuque, disant que ce n'était que des cheveux, que Camille pensait que c'était mieux ainsi car Léa se battait à chaque fois, et que c'était plus facile comme ça. Je me suis approchée en baissant la voix, lui demandant s'il l'avait entendu pleurer et supplier pour que ça s'arrête. Il a évité mon regard, fixant le plan de travail, marmonnant que les enfants pleuraient pour tout. Ma poitrine s'est serrée de fureur. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, défendait l'acte qui laissait sa petite fille tremblante de peur. Pour eux, ce n'était que des cheveux, mais pour Léa, c'était une blessure gravée dans son cœur. Je ne pouvais pas laisser la conversation s'arrêter là. J'ai pris doucement Léa par la main et je l'ai conduite dans le couloir jusqu'à la salle de bain, loin du bruit des verres et des rires superficiels. J'ai verrouillé la porte derrière nous et je me suis agenouillée pour être face à elle. Ses yeux étaient rouges, ses joues striées de larmes silencieuses. J'ai pris ses mains tremblantes dans les miennes et je lui ai demandé de me dire la vérité sur ce qui s'était passé. Elle a octé en me confiant que maman l'avait réveillée la veille, qu'elle était en colère, qu'elle l'avait traitée de sale et avait dit que ses cheveux étaient dégoûtants. Léa avait juré s'être lavée mais elle ne l'avait pas cru.
Elle avait utilisé la tondeuse de papa et lui avait dit que si elle bougeait, elle lui ferait mal. Les larmes m'ont brûlé les yeux quand elle a chuchoté qu'en la voyant pleurer, sa mère lui avait dit que les filles laides pleuraient trop, et que si elle le racontait à quelqu'un, elle lui couperait les cils ensuite. Quand nous sommes retournés dans le salon, je tenais fermement la main de Léa. Le bruit de la fête tournoyait autour de nous, mais je sentais tous les regards sur sa casquette. Sans un mot, je l'ai soulevée à nouveau. Des exclamations ont rompu les bavardages. Ma sœur Diane a couvert sa bouche de ses mains. De l'autre côté de la pièce, Camille se contentait de sourire, répétant à tout le monde que ses cheveux étaient toujours emmêlés et gras, que c'était nécessaire et plus frais pour l'été. Nécessaire ? Ai-je lancé. Je lui ai lavé les cheveux moi-même il y a 3 jours, ils étaient propres et parfaits, veux-tu aussi me traiter de menteuse ? Avant que Camille ne puisse répondre, notre voisin, Monsieur Lambert, s'est approché d'un ton ferme en disant que ce n'était pas de la discipline mais de la cruauté. Mais Camille a ricané en disant que nous réagissions tous de manière excessive. J'ai regardé Léa qui se cramponnait à moi si fort que ses petits doigts s'enfonçaient dans ma robe. J'ai compris que je ne pouvais pas la laisser dans cette maison une minute de plus. Nous partons, ai-je dit fermement. Camille a barré le passage en disant qu'elle n'irait nulle part et que je n'allais pas gâcher l'anniversaire de Nicolas avec mes caprices. Ce n'est pas un caprice, ai-je répliqué, c'est de la protection. Nicolas s'est avancé, l'air frustré, me demandant d'arrêter de donner en spectacle. Je l'ai regardé, lui qui refusait de voir la peur sur le visage de son enfant, puis j'ai pris Léa dans mes bras. J'ai sorti Léa de cette maison comme si elle était le trésor le plus fragile du monde. L'air frais de la soirée nous a frappés et j'ai senti ses petits bras se serrer autour de mon cou. Elle n'a pas dit un mot de tout le trajet jusqu'à ma petite maison de plain-pied. Elle fixait simplement la fenêtre, sa casquette rabaissée. À notre arrivée, je l'ai emmenée dans ma chambre. Elle semblait si petite sur le bord du lit. J'ai fait couler un bain chaud avec du savon à la lavande et j'ai lavé doucement les traces de cette journée, puis j'ai appliqué une crème apaisante sur les coupures de son cuir chevelu. Elle a tressailli mais n'a pas pleuré. Je lui ai mis un de mes chemisiers en coton doux en guise de pyjama et je l'ai bordé sous ma couette. Cette nuit-là, elle s'est réveillée 3 fois en criant « Non maman s'il te plaît ». À chaque fois, je l'ai serrée fort en lui disant qu'elle était en sécurité ici et que je ne laisserais plus personne lui faire de mal. Le téléphone a sonné avant minuit, c'était Nicolas. Il m'a ordonné de ramener Léa immédiatement. J'ai répondu simplement non. Il a menacé d'appeler la police. J'ai gardé une voix stable en lui disant de le faire, que j'expliquerais volontiers aux gendarmes pourquoi une enfant de 6 ans avait des entailles de rasoir sur le crâne et pourquoi elle était terrifiée par sa mère, et que je leur montrerais les photos que j'avais prises. Il y a eu un silence, puis il a répété que j'exagérais. Nicolas, ai-je dit, ta petite fille a supplié pour obtenir de l'aide pendant que tu restais dans la pièce d'à côté, ne t'avise plus de me dire que ce n'est rien. Le lendemain matin, j'ai appelé maître Simon Morel, un vieil ami de la famille et avocat. Il est arrivé en quelques heures. Nicolas et Camille attendaient déjà sur mon perron. Camille avait les yeux rouges de colère. Maître Morel a écouté calmement. Camille a hurlé que j'avais kidnappé sa fille. J'ai conduit Léa à la porte. Le regard de l'avocat s'est adouci en voyant les plaques à vif. Il s'est accroupi à sa hauteur pour lui demander comment elle se sentait. Sa voix n'était qu'un murmure en disant qu'elle avait peur et que maman disait que les filles laides pleuraient trop. Maître Morel s'est redressé, le visage durci, affirmant que ce n'était pas un désaccord familial mais de la maltraitance. Les jours qui ont suivi ont été calmes mais pesants. J'ai transformé mon petit bureau en chambre pour elle. Nous avons peint les murs en jaune pâle, sa couleur préférée, et j'ai acheté des draps avec des marguerites. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble, nous faisions des muffins ou nous plantions des fleurs dans le jardin. Lentement, j'ai revu des éclats de l'ancienne Léa, son rire quand le chien poursuivait un papillon. Chaque soir, nous avions un rituel. Elle s'asseyait devant le miroir pendant que je massais son cuir chevelu avec de l'huile de coco, que nous appelions la crème magique. Je lui racontais des histoires de princesses courageuses qui avaient perdu leurs cheveux mais les avaient vus repousser plus fort. Une semaine plus tard, je l'ai emmenée voir le docteur Sophie Lefebvre, une psychologue pour enfants.
Pendant la séance, Léa a pris une poupée et a commencé à lui couper les cheveux avec des ciseaux en plastique, disant que sa maman la punissait parce qu'elle avait renversé de l'eau et qu'elle se sentait laide. Le docteur Lefebvre m'a ensuite expliqué que Léa montrait des signes de traumatisme et de peur de la punition, mais qu'elle pourrait guérir avec du temps et de la sécurité. Peu après, ma sœur Diane m'a appelé pour me dire qu'elle avait croisé la sœur de Camille. Il s'avérait que Camille avait grandi dans une maison où les punitions étaient constantes et violentes, incluant le fait de couper les cheveux pour humilier. Elle n'avait jamais été soignée pour cela et reproduisait le schéma. Cela n'excusait rien, mais expliquait l'origine de cette colère. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation en justice. Nicolas et Camille réclamaient la garde immédiate, arguant que Camille avait été diagnostiquée avec un trouble explosif intermittent et qu'elle suivait désormais un traitement et une thérapie. J'ai appelé Maître Morel. Le juge a ordonné une évaluation familiale complète et une audience. Cette nuit-là, j'ai promis à Léa de la protéger quoi qu'il arrive. Nicolas est venu me voir seul le lendemain, l'air vieilli et accablé. Il a avoué avoir échoué en voulant acheter la paix plutôt que de protéger sa fille. Je lui ai dit que Léa était terrifiée et lui ai demandé s'il croyait vraiment que Camille avait changé en quelques semaines. Il a pleuré en disant qu'il voulait y croire mais qu'il craignait une rechute. Le jour de l'audience est arrivé. Léa portait une robe corail et ses nouvelles boucles douces commençaient à apparaître. Dans la salle, Camille était livide et Nicolas semblait brisé. Leur avocat a présenté des documents sur les progrès thérapeutiques de Camille, mais Maître Morel a répondu que le progrès sur papier n'effaçait pas le traumatisme. Enfin, le juge Bertrand a demandé à parler à Léa. Elle a dit d'une voix claire qu'elle voulait rester avec Mamie parce que chez Mamie, elle n'avait pas peur, elle dormait bien et Mamie ne l'appelait jamais laide. Le juge a rendu son verdict, la garde temporaire m'était confiée pour 6 mois, avec des visites médiatisées pour les parents. Camille a éclaté en sanglots et Nicolas s'est pris la tête dans les mains. J'ai pris Léa sur mes genoux et elle m'a demandé si elle était enfin en sécurité. Je l'ai embrassée en lui confirmant que oui. Les semaines suivantes ont été comme un soleil perçant les nuages. Les cheveux de Léa ont repoussé, encadrant son visage plein de promesses. Nicolas venait régulièrement, s'excusant et essayant de regagner sa confiance. Camille venait aussi, plus calme, ne cherchant plus à se justifier mais disant à Léa qu'elle était belle. Le pardon ne viendrait pas du jour au lendemain, mais Léa guérissait. En repensant à tout cela, je réalise que cette histoire appartient à tous ceux qui ont dû intervenir pour protéger un enfant. L'amour signifie parfois entrer en conflit et dire stop quand le silence serait plus facile. Pour Léa, il n'a jamais été question de cheveux, mais de dignité. Et pour moi, c'était la preuve qu'à 71 ans, j'avais encore la force de me battre pour ce qui est juste. Si vous croyez que les enfants méritent sécurité et respect, partagez cette histoire, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. N'oubliez pas que votre voix peut faire la différence entre le silence et la protection, car l'amour véritable protège toujours. Je m'appelle Marthe Girard, j'ai 71 ans et je n'aurais jamais cru me retrouver un jour dans le salon de mon fils, un gâteau au chocolat à la main, pendant que le sol semblait se dérober sous mes pieds. C'était l'anniversaire de Nicolas, la maison était pleine de parents, de bavardage et du tintement des verres de vin, mais tout cela s'est évanoui quand mon regard a croisé celui de ma petite fille de 6 ans, Léa. Elle était assise dans un coin, la tête baissée, une casquette de sport bien trop grande enfoncée sur son petit visage. Lorsqu'elle a levé les yeux, ils étaient pleins de larmes qu'elle ne s'autorisait pas à laisser couler. Mon cœur m'a dit que quelque chose n'allait pas du tout. Je me suis agenouillée, j'ai chuchoté doucement et j'ai soulevé la casquette. En dessous, ses magnifiques cheveux châtain clair avaient disparu. Son cuir chevelu était nu, irrégulier, à vif avec de petites entailles de rasoir. Je suis restée pétrifiée. Derrière moi, la voix de Camille a retenti, un verre de vin à la main. Elle a ri, est-ce que tu aimes le nouveau style de Léa? C'est moderne. Elle s'en remettra. Je devrais vous dire qui je suis avant que cette histoire n'aille plus loin. Je m'appelle Marthe et j'ai passé toute ma vie à travailler de mes mains, comme couturière à domicile, réparant les vêtements des voisins à Saumur, dans le Maine-et-Loire. J'ai élevé mon fils Nicolas avec la même patience. Et quand ma petite fille Léa est née, j'ai cru que le destin m'offrait une seconde chance de bonheur.
Léa et moi avons toujours partagé un lien spécial. Je lui faisais des nattes pour aller à l'école, je lui mettais des rubans avant le repas du dimanche, et j'écoutais ses histoires interminables sur la cour de récréation. Pour elle, je n'étais pas seulement une grand-mère, j'étais son refuge. Mais depuis que Nicolas a épousé Camille, les choses ont changé. Les réunions de famille sont devenues tendues, les rires se sont fait rares et Léa semblait plus silencieuse à chaque visite. Ce soir-là, en voyant son crâne tondu sous cette casquette, j'ai compris que tout le malaise que je ressentais menait à ce moment précis. Camille a traversé la pièce comme si de rien n'était. Elle a trinqué avec une cousine puis s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. « Tu ne trouves pas ça chic, Marthe ? Les cheveux courts, c'est à la mode. Ce ne sont que des cheveux, ça repousse. » Ces paroles m'ont fait l'effet d'une douche froide. J'ai regardé les lèvres tremblantes de Léa, la façon dont ses petites mains s'agrippaient à ma robe comme si j'étais sa seule bouée de sauvetage. « Chic ?» ai-je demandé lentement, la voix tremblante d'une colère contenue. Elle a 6 ans, Camille. 6 ans. Qui pourrait regarder ça et appeler ça de la mode ? Camille a fait un geste de la main méprisant, c'est de la discipline, Marthe. Elle ne voulait jamais se laver les cheveux. Elle pleurnichait toujours quand j'essayais de la coiffer. J'ai réglé le problème, comme ça, plus d'histoire. Mon souffle s'est coupé. Tu appelles ça de la discipline de m'humilier un enfant ? Camille a rejeté la tête en arrière en riant. Oh, détends-toi. C'est pour rire. Les enfants sont dramatiques, elle passera par-dessus. Mais je voyais bien dans les yeux embués de Léa qu'elle ne passerait par-dessus rien du tout. J'ai cherché mon fils dans la pièce, désespéré qu'il voie ce que je voyais. Nicolas était dans la cuisine, servant des verres comme si de rien n'était. J'ai appelé son nom sèchement. Il s'est retourné, les sourcils levés, l'air déjà fatigué. « Maman, qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Ce qu'il y a, ma voix s'est brisée. Est-ce que tu étais au courant ? Est-ce que tu as vu ce que Camille a fait à ta fille ? » Nicolas a soupiré en se frottant la nuque. « Maman, ce ne sont que des cheveux. » Camille pensait que c'était mieux ainsi. Léa se bat avec elle à chaque fois qu'il faut se coiffer. De cette façon, c'est plus facile. Je me suis approchée en baissant la voix. « Plus facile ? Est-ce que tu l'as entendu pleurer, Nicolas ? Est-ce que tu l'as entendu supplier pour que ça s'arrête ? » Il a évité mon regard, fixant le plan de travail. Elle est dramatique. Les enfants pleurent pour tout. Ma poitrine s'est serrée de fureur. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, défendait l'acte qui laissait sa petite fille tremblante de peur. Pour eux, ce n'était que des cheveux. Pour Léa, c'était une blessure gravée dans son cœur. Je ne pouvais pas laisser la conversation s'arrêter là. J'ai pris doucement Léa par la main et je l'ai conduite dans le couloir jusqu'à la salle de bain, loin du bruit des verres et des rires superficiels. J'ai verrouillé la porte derrière nous et je me suis agenouillée pour être face à elle. Ses yeux étaient rouges, ses joues striées de larmes silencieuses. J'ai pris ses mains tremblantes dans les miennes. « Chérie, dis à mamie ce qui s'est vraiment passé. J'ai besoin de savoir la vérité. » Elle a eu un hoquet de sanglots avant de parler. « Maman m'a réveillée hier. » Elle était très fâchée. Elle a dit que j'étais sale, que mes cheveux étaient dégoûtants. Je lui ai dit que je m'étais lavée, mais elle ne m'a pas cru. Elle a utilisé la machine de papa, celle avec laquelle il se rase. Elle a dit que si je bougeais, elle me ferait mal. Les larmes m'ont brûlé les yeux quand elle a ajouté dans un souffle, « Quand j'ai pleuré, elle a dit que les filles laides pleuraient trop. Et que si je le racontais, elle me couperait les cils la prochaine fois. » Quand nous sommes retournés dans le salon, je tenais fermement la main de Léa. Le bruit de la fête tournoyait autour de nous, mais je sentais tous les regards sur sa casquette. Sans un mot, je l'ai soulevée à nouveau. Des exclamations ont rompu les bavardages. Ma sœur Diane a couvert sa bouche de ses 2 mains. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. De l'autre côté de la pièce, Camille se contentait de sourire. Je l'ai déjà expliqué à tout le monde. Ses cheveux étaient toujours gras et emmêlés. C'était nécessaire. Et puis, c'est plus frais pour l'été. Nécessaire, ai-je lancé. Je lui ai lavé les cheveux moi-même il y a 3 jours. Ils étaient propres, doux, parfaits. Veux-tu aussi me traiter de menteuse ?
Avant que Camille ne puisse répondre, notre voisin, Monsieur Lambert, qui était passé avec sa femme, s'est approché. Sa voix était ferme, ce n'est pas de la discipline, Camille. C'est de la cruauté. J'entraîne des enfants depuis 30 ans, et je connais la différence. Mais Camille a ricané en rejetant ses cheveux en arrière. Oh, s'il vous plaît. Vous réagissez tous de manière excessive. J'ai regardé Léa. Elle se cramponnait à moi si fort que ses petits doigts s'enfonçaient dans ma robe. Son corps tremblait à chaque mot prononcé par sa mère. J'ai compris alors que je ne pouvais pas la laisser dans cette maison une minute de plus. Nous partons, ai-je dit fermement, en serrant Léa contre mon flanc. Camille a croisé les bras et a bloqué le chemin vers la porte, elle n'ira nulle part. C'est l'anniversaire de Nicolas, et tu ne vas pas le gâcher avec tes caprices. Ce n'est pas un caprice, ai-je répliqué, ma voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. C'est la protection de ma petite fille. Nicolas s'est avancé, la frustration marquée sur son visage. Maman, s'il te plaît, arrête de donner en spectacle. Ce ne sont que des cheveux. Tu aggraves les choses. Je l'ai regardé, lui, mon fils, qui refusait de voir la peur sur le visage de son propre enfant. Puis j'ai pris Léa dans mes bras. Non, Nicolas. Ce qui est grave, c'est de prétendre que tout cela est normal. J'ai sorti Léa de cette maison comme si elle était le trésor le plus fragile du monde. L'air frais de la soirée nous a frappés et j'ai senti ses petits bras se serrer autour de mon cou. Elle n'a pas dit un mot de tout le trajet jusqu'à mon pavillon. Elle fixait simplement la fenêtre, sa casquette rabaissée, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. À notre arrivée, je l'ai emmenée directement dans ma chambre. Elle semblait si petite sur le bord du lit, les épaules voûtées. J'ai fait couler un bain chaud, j'ai ajouté du savon à la lavande et j'ai lavé doucement les traces de cette journée. Après, j'ai tamponné une crème apaisante sur les petites coupures de son cuir chevelu. Elle a tressailli mais n'a pas pleuré. Je lui ai mis un de mes chemisiers en coton doux en guise de pyjama et je l'ai bordé sous ma couette. Cette nuit-là, elle s'est réveillée 3 fois en criant « Non maman, s'il te plaît ». À chaque fois, je l'ai serrée fort en lui murmurant « Tu es en sécurité ici, Léa. Mamie ne laissera plus personne te faire de mal. » Le téléphone a sonné avant minuit. Le nom de Nicolas s'est affiché. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Maman, tu dois ramener Léa tout de suite, » a-t-il dit d'un ton sec, comme si j'étais une employée qui avait enfreint les règles. « Non, » ai-je répondu simplement. « Tu ne peux pas juste la prendre comme ça. C'est ma fille. Camille va appeler les gendarmes si tu ne la rends pas. » J'ai stabilisé ma voix. « Très bien, qu'elle appelle. Je serai ravie d'expliquer aux agents pourquoi une enfant de 6 ans a des entailles de rasoir sur le crâne et pourquoi elle est terrifiée par sa mère. Je leur montrerai les photos que j'ai prises ce soir. » Il y a eu un silence. Puis sa voix est descendue d'un ton. « Maman, tu exagères encore. Ce ne sont que des cheveux. » « Nicolas, » ai-je dit, la colère montant comme un feu dans ma poitrine, ta petite fille a supplié pour obtenir de l'aide pendant que tu restais dans la pièce d'à côté. Ne t'avise plus de me dire que ce n'est rien. Le lendemain matin, j'ai appelé quelqu'un de confiance, Maître Simon Morel, un vieil ami de la famille et avocat. Il est arrivé chez moi en quelques heures. Nicolas et Camille attendaient déjà sur mon perron. Les yeux de Camille étaient rouges, mais pas de tristesse, de colère. « C'est lui. Maman, tu as impliqué un avocat. C'est incroyable. » Maître Morel est resté impassible, j'aimerais entendre ce qui s'est passé. Camille a pris la parole en premier, elle a enlevé ma fille. Je veux que Léa me soit rendue immédiatement. L'avocat a levé un sourcil, enlevé, dites-vous ? Et pourquoi Madame Girard prendrait-elle votre enfant sans raison ? Elle l'a tondu, ai-je interrompu, la voix serrée. J'ai conduit Léa vers la porte. Le regard de Maître Morel s'est adouci en voyant le cuir chevelu et les plaques à vif. Il s'est accroupi à la hauteur de Léa. « Chérie, comment tu te sens ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « J'ai peur. Maman dit que les filles laides pleurent trop. » Maître Morel s'est redressé, le visage durci. « Ce n'est pas un simple désaccord familial. C'est de la maltraitance. » Les jours qui ont suivi ont été calmes mais lourds.
Je voulais que Léa se sente chez elle. Alors, nous avons transformé mon petit bureau en chambre pour elle. Nous avons peint les murs en jaune pâle ensemble, sa couleur préférée. J'ai acheté des draps avec des marguerites, un petit bureau pour dessiner et une collection de livres de contes. Chaque matin, nous partagions le petit déjeuner à la table de la cuisine en planifiant notre journée. Parfois nous faisions des muffins, d'autres fois nous plantions des fleurs dans le jardin. Lentement, j'ai commencé à revoir des lueurs de l'ancienne Léa, son rire quand le chien poursuivait un papillon, ses mains tachées de feutre après un après-midi de coloriage. Chaque soir, nous finissions par un rituel, elle s'asseyait devant le miroir pendant que je massais doucement son cuir chevelu avec de l'huile de coco, que nous appelions la crème magique. Je lui racontais des histoires de princesses courageuses qui avaient perdu leurs cheveux mais les avaient vus repousser plus fort que jamais. Une semaine plus tard, j'ai emmené Léa voir le docteur Sophie Lefebvre, une pédopsychologue recommandée par l'avocat. Le bureau était lumineux, rempli de jouets et de livres. Le docteur Lefebvre s'est mis à sa hauteur et a souri. « Tu peux m'appeler Sophie. Est-ce que tu aimes jouer ?» Pendant la séance, je suis restée silencieuse pendant que Léa s'emparait d'une poupée aux longs cheveux de laine. Elle a pris des ciseaux en plastique et a commencé à couper. Le docteur a demandé doucement « Qu'est-ce qui arrive à la poupée ?» Sa maman l'a punie, a chuchoté Léa. Elle a renversé de l'eau. Ma poitrine s'est serrée. Et comment se sent la poupée? Laide. Très triste. Sophie a gardé une voix douce. Est-ce que tu penses que renverser de l'eau mérite cette punition? Léa a secoué la tête, avant d'ajouter, maman dit que oui. Quand l'heure s'est terminée, le docteur m'a prise à part. Votre petite fille montre des signes de traumatisme, une faible estime de soi et une peur de la punition, mais avec du temps et de la sécurité, elle pourra guérir. Peu après la séance, ma sœur Diane m'a appelée. Elle avait croisé la sœur cadette de Camille au supermarché. Entre deux confidences à voix basse, la vérité était sortie. Camille avait grandi dans une maison où les punitions étaient constantes et violentes. Diane m'a expliqué que ses parents croyaient en une discipline de fer, cris, privation, et même la tonte des cheveux comme humiliation. Elle n'avait jamais été soignée pour cela, et maintenant, le cycle se répétait. Je suis restée là dans ma cuisine, le téléphone pressé contre l'oreille, essayant d'encaisser l'information. Cela n'excusait rien. Léa n'était pas juste un témoin de l'histoire, elle en était la victime. Diane a soupiré, sa sœur dit que Camille a toujours été impulsive, colérique. Apparemment, elle lutte contre ses accès de rage depuis des années, mais n'a jamais voulu l'admettre. Ça ne rend pas Léa moins victime, Marthe. Ça explique juste d'où ça vient. J'ai hoché la tête en silence. Contexte ou non, ma petite fille avait besoin d'être protégée. 2 semaines plus tard, une enveloppe épaisse est arrivée dans ma boîte aux lettres. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une requête juridique de Nicolas et Camille exigeant que la garde de Léa leur soit rendue immédiatement. Ils soutenaient que Camille avait été officiellement diagnostiquée avec un trouble explosif intermittent, qu'elle était sous traitement et suivait une thérapie 3 fois par semaine. Mon cœur a plongé. Sur le papier, tout semblait en règle. Des étapes franchies, des cases cochées. Mais aucun papier ne pouvait effacer la terreur que j'avais vue dans les yeux de Léa. J'ai appelé Maître Morel immédiatement. Il a écouté, puis a dit, le juge a ordonné une évaluation familiale complète. Cela signifie des entretiens pour vous tous, des rapports psychologiques et une audience dans 2 semaines. 2 semaines. C'était tout le temps qu'il me restait pour me préparer au combat de ma vie. Cette nuit-là, j'ai bordé Léa et j'ai regardé sa petite poitrine s'élever et descendre dans son sommeil. J'ai murmuré pour moi-même, quoi qu'il en coûte, je te garderai en sécurité. Nicolas est venu me voir seul le lendemain après-midi. Il paraissait plus vieux que son âge, des cernes sombres sous les yeux, les épaules lourdes de regret. Il s'est assis à ma table, incapable de soutenir mon regard. « Maman » a-t-il commencé d'une voix basse, je sais que j'ai échoué. J'ai voulu acheter la paix au lieu de protéger ma fille. Je pensais que si j'ignorais la colère de Camille, elle finirait par se calmer. J'ai eu tort. Pendant un instant, j'ai revu le petit garçon que j'avais élevé, pas l'homme qui était resté sans rien faire pendant que son enfant pleurait.
Nicolas, ai-je dit doucement, Léa est terrifiée. Crois-tu vraiment que Camille a changé après seulement quelques semaines de thérapie? Il a dégluti avec peine, je veux y croire. Elle travaille sur elle-même. Elle dit qu'elle est désolée. Mais... et si elle rechute? Je me suis penchée vers lui, alors tu dois faire un choix, et ce choix doit être ta fille avant tout le reste. Il a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Le jour de l'audience est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Le palais de justice sentait le vieux papier et le café, ses hauts plafonds faisaient écho au bruit de pas. Je tenais la main de Léa en entrant, sa petite paume était moite de nervosité. Elle portait une robe corail que nous avions choisie ensemble, ses nouvelles boucles douces brillaient sous les néons. De l'autre côté de l'allée, Camille était assise, raide, les cheveux tirés en arrière, le visage blême. Nicolas semblait vidé, comme un homme déchiré en deux. La séance a commencé par la présentation des documents par leur avocat. Monsieur le juge, mes clients se sont conformés à toutes les recommandations. Thérapie, médication, cours de parentalité. Madame Girard a été diagnostiquée et est traitée pour sa condition. Puis Maître Morel s'est levé. Sa voix était puissante, le progrès administratif n'efface pas le traumatisme. Cet enfant a été humilié et menacé. Elle se réveille avec des cauchemars. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est de sécurité, pas de promesses. Enfin, le docteur Lefebvre a témoigné, lorsqu'on lui parle de rentrer chez elle, Léa tremble. Cette réaction à elle seule nous dit qu'elle n'est pas prête. Le juge a fait évacuer la salle pour que seuls les avocats, les parents et moi restions. Léa a été conduite vers une petite chaise en bois près de l'estrade. Ses jambes balançaient, ses mains se tordaient nerveusement sur ses genoux. Le juge Bertrand s'est penché vers elle, la voix douce. « Léa, est-ce que tu sais pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ?» Elle a hoché la tête, pour décider si je dois retourner avec maman et papa. « Et qu'est-ce que tu veux, toi ?» a demandé le juge. Léa a jeté un regard à ses parents, puis à moi. Sa voix tremblait mais elle a parlé clairement. « Je veux rester avec mamie parce que chez mamie, je n'ai pas peur. Je dors toute la nuit. Et mamie ne m'appelle jamais l'aide. » Nicolas a baissé la tête. Le visage de Camille s'est effondré. Le juge a marqué une pause avant de demander « As-tu peur de ta maman ?» Léa a chuchoté, un petit peu. Avant, j'avais très peur. Maintenant, juste un peu, mais je ne veux pas encore rentrer. Le tribunal est resté silencieux pendant que le juge classait ses notes. Son expression était solennelle. Après avoir examiné les témoignages et les évaluations professionnelles, je dois placer la sécurité de l'enfant au-dessus de tout. Mon souffle s'est coupé lorsqu'il a continué. La garde temporaire restera confiée à Madame Girard pour une période de 6 mois. Pendant cette période, les parents auront des droits de visite médiatisés 2 fois par semaine, qui n'augmenteront qu'en fonction des progrès documentés de la thérapie. Tout nouvel incident mettant l'enfant en danger entraînera la suspension des droits de visite. Camille a éclaté en sanglots, les épaules secouées. Nicolas a pressé ses mains sur son visage, entre soulagement et regret. J'ai attiré doucement Léa sur mes genoux. Elle s'est appuyée contre moi, murmurant pour que je sois la seule à entendre. « Mamie, est-ce que ça veut dire que je suis sauvée ?» J'ai embrassé le sommet de sa tête. « Oui, mon amour, tu es en sécurité maintenant. » Les semaines qui ont suivi ont été comme un soleil perçant lentement d'épais nuages. Les boucles douces de Léa ont poussé, encadrant son visage comme une promesse de renouveau. Elle riait plus souvent. Ses dessins avaient retrouvé des couleurs vives au lieu de gribouillis sombres, et les cauchemars se faisaient de plus en plus rares. Nicolas venait régulièrement sous surveillance. Il s'agenouillait, lui murmurait des excuses, essayant de reconstruire la confiance qu'il avait laissé s'étioler. Camille venait aussi, plus calme que je ne l'avais jamais vue. Elle ne cherchait plus à défendre ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle disait à voix basse à Léa, « Tu es magnifique. Maman a eu tort. » Le pardon ne viendrait pas du jour au lendemain, mais Léa guérissait à son propre rythme. Chaque soir, en l'abordant, je lui répétais les mêmes mots, « Tu es en sécurité. Tu es aimée. Et quoi qu'il arrive, mamie sera toujours là. » En y repensant, je réalise que cette histoire n'est pas seulement la mienne.
elle appartient à chaque grand-parent, parent ou tuteur qui a dû un jour fixer une limite ferme pour protéger un enfant. L'amour signifie parfois accepter le conflit. Cela signifie dire assez quand le silence serait plus facile. Pour Léa, il n'a jamais été question de cheveux. Il était question de dignité, de savoir qu'elle vaut bien plus que les mots cruels qu'on lui a adressés. Et pour moi, c'était la preuve qu'à 71 ans, j'avais encore la force de me battre pour ce qui est juste. Alors, je vous le demande, si vous croyez que les enfants méritent sécurité et respect, partagez cette histoire. Aimez cette vidéo et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Et souvenez-vous, votre voix peut faire la différence entre le silence et la protection. Parce que l'amour, le vrai, protège toujours.